Et bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs et l'actualité du peuple sang et or. Aujourd'hui, nous évoquerons largement le match nul entre Lens et Nantes. Était-ce frustrant, logique, inévitable? On essaiera de qualifier ce nouveau point pris par le RC Lens. Et pour en parler avec moi ce soir, il est le coach de Culture Sang et Or et est en train de s'installer durablement dans l'équipe. C'est Amaury de Monchaux. Bonsoir Amaury. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Il est la caution journalistique de l'émission de ce soir et c'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel. Salut Thomas, bonsoir à tous. Il est en train de devenir un habitué de Culture Sang et Or, c'est le créateur du site Lens Absolu, c'est Fabien Rousier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas et bonsoir à tout le monde. Et enfin, c'est sa première chez nous ce soir, il est président du groupe Lens United Ardèche, c'est Thierry Cochet. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission Thierry. Donc maintenant que l'équipe est présentée, je pense qu'il est temps de débattre et de siffler la première mi-temps. Alors exceptionnellement, l'émission d'aujourd'hui n'est pas en direct et il se trouve qu'elle est enregistrée juste après le match. Donc on peut dire qu'on est chaud, vraiment chaud sur ce match nul qui vient d'avoir lieu. On n'a même pas eu le temps de prendre du recul. Donc vous êtes en train de voir un ensemble d'hommes émus, je dirais, ayant vécu pas mal d'altermoiements. On va parler comme ça. Et du coup, ma question pour démarrer ce débat sur ce match, oula, moi aussi je suis ému encore. Est-ce qu'il s'agit là pour vous d'un match nul frustrant? Vous avez compris avec ce bégaiement que ma réponse était oui. Samuel, est-ce que pour toi c'est un match nul frustrant? Je dirais que c'est un match nul logique, dans le sens où il me semble que Lens a globalement maîtrisé la première mi-temps, mais j'ai envie de dire que l'équipe s'est fait dévorer en deuxième. Ouais. J'ai trouvé les Nantais bien meilleurs en deuxième mi-temps et pour moi c'était tout à fait logique qu'ils égalisent, qu'ils finissent par égaliser. Alors évidemment ils égalisent sur un penalty qui est à retirer, c'est jamais évident à accepter, mais disons qu'on va dire pour l'ensemble de leur œuvre en deuxième mi-temps, ça me paraissait même complètement inconcevable que le Racing tienne avec ce but d'avance. Et surtout, j'oublie pas, on en a très peu parlé, enfin en tout cas j'ai regardé le match sur la chaîne Téléfoot, on en a très peu parlé, mais pour moi il y a carton rouge absolument évident pour Doucouré à la 46e ou la 47e minute, un deuxième jaune. Il passe au travers alors que l'arbitre il est juste à côté et donc pour moi Lens doit jouer à 10 pendant une mi-temps, ce qui n'a pas été le cas et malgré tout ils ont terriblement subi donc voilà, pour moi le score de 1 partout c'était ce qu'il y avait de mieux à espérer sur l'ensemble de la rencontre. Donc j'avais proposé frustrant, inévitable et logique. Tu es dans l'équipe logique, on va dire Samuel. Thierry, est-ce que tu partages cette analyse? Oui, je partage, oui. Pour moi, c'est logique. Ouais, absolument. En deuxième mi-temps, on n'a pas joué, on a défendu. On a fait rentrer, pour moi, les remplaçants un peu tard. Oui. Voilà. Alors que les 5 remplaçants sont rentrés, si je dis pas de bêtises, donc c'est qu'il y avait quand même une volonté du coach Hayes de faire quelque chose, mais peut-être trop tard. On parle de coaching, donc je vais forcément donner le bâton de parole à Amaury. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Est-ce que tu trouves le match nul logique et est-ce que les changements ont été opérés trop tard? Alors moi, je choisirais le mot que tu as utilisé qui était inévitable. Ouais. Ça fait quand même 3 matchs où on se le disait aussi sur les précédentes émissions, où on s'en sort plutôt bien, on maîtrise plus nos sujets. Et là, une nouvelle fois, c'est la même chose. On retrouve un petit peu le match de Reims où on s'en sort bien en première mi-temps, si on accepte les 10 premières minutes où on n'est pas forcément supérieur, mais tout le reste sur la première mi-temps, on est supérieur, on maîtrise notre sujet. Et une nouvelle fois en deuxième mi-temps, alors je sais pas si on s'arrête de jouer, si c'est l'adversaire qui nous fait déjouer. En tout cas, en deuxième mi-temps, c'est hyper frustrant. On ne joue plus, on n'enchaîne plus les situations offensives. Et du coup, c'est assez énervant. Et oui, je suis d'accord avec Thierry. Je trouve que le coaching arrive très tard. Autant je suis un fervent défenseur de Franck Hez. Mais Simon Banza, j'ai l'impression qu'à la 65e minute, il est fatigué. Et c'est vrai qu'un Kalimundo, il peut venir dynamiter tout ça. Ouais. Et donc, oui, je suis d'accord avec Thierry, ça arrive trop tard. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un match décevant. Et Fabien, pour finir le bal, tu es sur quel adjectif épithète, toi? Ah bah je vais être également sur inévitable comme Amaury. Je pense que tout a été dit là sur la rencontre par mes collègues. Nantes a bien débuté, on a eu du mal à se trouver durant le premier quart d'heure. Ensuite, on marque juste derrière et ça s'est un peu reproduit en deuxième mi-temps où Nantes nous a tout de suite mis la pression sur le premier quart d'heure. On a cru que le scénario allait se répéter en deuxième mi-temps, à savoir que Nantes n'allait pas marquer, mais bon, il marque logiquement sur ce penalty. On pouvait pas espérer mieux qu'un match nul. Je regarde les stats du match, on n'a qu'un tir cadré, donc
on était certes en maîtrise, mais on s'est montré assez peu dangereux au final. Il y a une Parce- analyse claire entre vous quatre, en tout cas, c'est qu'il y a 2 mi-temps dans ce match, bon, comme dans tous les matchs, mais en tout cas, celles-ci sont bien différentes en termes de, en termes de domination et de possession. Et c'est vrai qu'on a vu peut-être le FC Nantes avoir la maîtrise en deuxième partie, mais néanmoins, il se trouve que c'est un réel fait de jeu qui fait que le FC Nantes a égalisé. Ce fait de jeu, c'est un penalty à retirer avec cette règle de la VAR qui va regarder si Jean-Louis Leca a bien les 2 pieds sur la ligne au moment du tir de Touré. C'est Touré qui a égalisé. Ma question sera simple. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste cette règle de manière générale? Peut-être Thierry. Pour ma part, je dirais que quand la VAR est en faveur de mon équipe favorite, je suis content. Ouais. Là, il y a un règlement. Le règlement a été appliqué. Je suis mécontent, mais il y a un règlement. Voilà. Là où je pointerais éventuellement une injustice, c'est pour ça que j'amène ce débat, c'est que je trouve que ça se joue presque au centième de seconde. Et c'est peut-être ça un petit peu le problème. Est-ce que, Fabien, t'es d'accord avec mon analyse? Ce centième de seconde dépasse un peu le degré humain, finalement. Ouais, c'est un peu le principe de la VAR, c'est-à-dire quand le football devient un sport arbitré froidement par des caméras et des arbitres placés derrière le stade. Mais malgré tout, sur le fond, ça annule une injustice qu'auraient pu supporter les Nantais, puisque c'est vrai que le cas n'est pas sur sa ligne au moment du tir, et bon, il applique le règlement froidement. On peut se réjouir de ça, même si c'est vrai que c'est un drôle de football, c'est une drôle d'évolution qu'on voit dans le football là ces derniers temps. Amaury, tu avais l'air de réagir quand je parlais de ce centième de seconde. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. La VAR, le problème, c'est qu'on ralentit tout. Et même quand on va juger une faute, moi, si je te viens de pousser, Thomas, si tu cours au ralenti, si je te pousse, il va pas se passer grand chose. Alors que si je te pousse à pleine vitesse et que je t'effleure, forcément, tu vas tomber. Ouais, surtout moi. Pour ceux qui connaissent mon physique, surtout moi. Et le problème de la VAR, du coup, c'est que oui, mais tu as raison, ça se passe à un dixième de seconde. Alors, le règlement, il est ce qu'il est, on peut en débattre. Il y a toujours, c'est comme le foot, il y a toujours des problèmes de règlement, tout comme la main. On en parle quasiment à chaque émission. Les mains, on en parle à chaque émission. Là, oui, le règlement, il est discutable, mais la VAR vient froidement analyser le sujet et on ne peut pas la contredire. Ce qui est aussi, c'est que, moi, je suis un petit peu légaliste, c'est-à-dire que dur Alex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, donc pour le coup, le règlement un petit peu de latin ne fait jamais de mal, c'est vrai. Exactement, donc voilà, c'est comme ça. Simplement, la conséquence directe de ça, et d'ailleurs on l'a bien vu sur le deuxième penalty, c'est que Jean-Louis Leca, il a beaucoup moins de détente. Forcément, s'il doit attendre le dernier moment pour se projeter, il a beaucoup moins de détente, il peut aller chercher beaucoup moins loin. Donc je pense que logiquement, le résultat, c'est que ça serait intéressant de regarder, mais je pense que statistiquement, le pourcentage de penalty réussi va augmenter. Et c'est vrai que ce qui peut faire un petit peu mal aux supporters en soi, si on se souvient de ce qui s'est passé lors du dernier Lens-Reims avec ce penalty finalement qui n'a été annulé au dernier moment, on peut se dire que ça fait 2 décisions concernant les penalties qui vont dans le mauvais sens pour les supporters en soi. Ouais. Mais je pense que dans les deux cas, bon, c'est le règlement. Après, voilà, on peut refaire le règlement, mais le règlement est respecté en tout cas. Alors en parlant de règlement, il y a Amaury, tu veux rajouter quelque chose, pardon? Non, mais le problème avec la VAR, c'est que les conditions d'utilisation sont pas claires. À la base, il y avait 4 critères très définis, mais on se rend compte qu'en fait, ils sont pas respectés. Et si on l'a déjà vu sur des matchs, le but qu'on marque, le coup franc, la faute, ça vient d'une faute sur Cahuzac, elle est pas hyper évidente. Elle est pas hyper évidente. Il a joué hyper à l'expérience, il en rajoute et on l'entend bien parce qu'il n'y a pas de public. Il crie, on l'a entendu aux alentours. Mais est-ce que la VAR peut aller jusqu'à checker sur cette faute-là? Enfin, tu vois, ça a déjà arrivé sur des matchs. Et du coup, on parlait de règlement, et là, il s'est passé quelque chose qu'on voit parfois en foot, c'est que je pense que Francaise a déposé ce qu'on appelle une réserve technique, parce que on est revenu sur la décision de la VAR alors que le match était en cours et que normalement il faut attendre un arrêt de jeu pour se faire. Alors je sais pas si quelqu'un parmi vous pourrait m'éclairer sur ça, les réserves techniques. Quel est l'intérêt? Parce que de toute façon, on fera jamais annuler cette décision. Quel est l'intérêt d'une réserve technique? La réserve technique, si je peux me permettre, c'est quand il y a une erreur manifeste sur les règlements et qui est reconnue par l'arbitre. Et donc là, l'arbitre utilise. Alors une nouvelle fois, les critères d'utilisation de la VAR, c'est toujours assez flou. Mais si les règlements stipulent que officiellement l'arbitre doit attendre un arrêt de jeu, il peut faire rejouer par exemple les 30 dernières minutes du match.
Ok, mais on est tous d'accord ici pour dire que c'est peu probable que ça arrive. Ouais. Ouais. Même Francaise l'a demandé gentiment, comme le fait un bon élève qui est au premier rang en classe. Il dit s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un petit erreur technique? Et bon, tout le monde a eu l'air de le faire sans trop y croire. Est-ce que pour vous, je pense à la fin du match, où on a vu un Khalifa Koulibaly. Alors moi, je vais raconter une petite histoire personnelle. Je suis très ami avec un supporter nantais qui m'a un petit peu parlé de Khalifa Koulibaly. C'est un petit peu la personne que les supporters nantais n'aiment pas voir rentrer. Et Khalifa Koulibaly a un petit peu savonné sur cette fin de match, alors que peut-être en jouant différemment les coups, on aurait pu voir un Nantes l'emporter. Est-ce que pour vous, malgré cette frustration du penalty, c'est pas une bonne chose quelque part de ne pas avoir perdu ce match? Je vois Samuel qui dit un grand oui. Oui, ouais, mais sincèrement, en fait, arrivé la 70e minute, je me suis dit qu'ils allaient finir par le perdre le match. Et quand Nantes a égalisé, parce qu'en fait, Lens c'est aussi une équipe qui est portée vers l'avant. C'est-à-dire que même quand Nantes égalise, ils se disent voilà, on connaît maintenant la philosophie de Francaise. Ils vont tenter d'aller chercher le 2-1, et donc en tentant d'aller chercher le 2-1, bah forcément il y a des espaces qui se créent, et les Nantais auraient pu en profiter. Et je dirais même auraient dû en profiter. Tu parles de Koulibaly, c'est vrai que c'était chaud sur les 6 dernières minutes, enfin les 6 minutes du temps additionnel, les Nantais se sont procurés 2-3 opportunités où avec un tout petit peu plus de qualité technique ou de lucidité, il y a un deuxième but qui arrive. Donc ça, j'ai tendance à l'avoir bien en tête. C'est pour ça que même s'il y a cette frustration de penalty arrêté, finalement voilà, je pense que globalement sur la physionomie globale de la rencontre, les Lensois s'en tirent bien. Et pourtant, on joue pas l'offensif pour autant sur les 10 dernières minutes. C'est juste que c'est la suite logique de la deuxième mi-temps. On est plus au niveau et on se fait prendre. Tu partages cette année? Ouais. Juste après, évidemment, je laisse la parole, mais j'ai senti, je sais pas ce que vous en pensez justement Thierry et Fabien, mais que les joueurs lensois en deuxième mi-temps étaient vraiment empruntés physiquement, qu'ils étaient beaucoup plus fatigués que les Nantais, qui me paraissaient bien plus fringants, et que c'était en fait plus le match avançait, plus c'était difficile pour que les Lensois ressortent en fait. Ouais, complètement. Physiquement, les Lensois, on a senti qu'ils ont plongé. Je pense que le déclic, ça s'est joué au niveau à l'égalisation nantaise, mais déjà avant, on était en souffrance. Et sur la deuxième mi-temps, Samuel, tu disais qu'on est une équipe tournée vers l'offensive, certes, mais au final, on a été très peu dangereux. J'ai juste en tête l'action de Banza là où il fait une louche un peu improbable. Pour centrer, mais c'est la seule situation qui me revient à l'esprit sur la deuxième mi-temps. On n'a pas du tout été, on n'a pas mis Nantes en danger, et au contraire, on a subi les assauts nantais qui ont été dangereux jusqu'au bout du match, et on a évité de peu une défaite de 1 selon moi, effectivement. On a effectivement, on l'a dit dans les autres émissions de Culture Sans Erreurs, le RC Lens cette année, un RC Lens très organisé avec une volonté de pressing à chaque minute, et peut-être qu'on commence à ressentir une équipe plus fatiguée. Est-ce que toi, Thierry, t'as senti que cette équipe paraissait de plus en plus fatiguée plus les matchs avancent là? La deuxième mi-temps était très difficile. Ce but, on le sentait arriver. Au fur et à mesure que les matchs vont se jouer, je pense que les équipes savent comment jouer Lens. Donc ils s'organisent un peu plus pour les empêcher de faire plus pour promener le ballon, plus faire de jeu, et essayer d'éviter tout ce bloc, quoi. On commence à dévoiler son jeu. Pourtant, quelque part, au fond de nous, on peut peut-être presque se dire qu'on aurait pu le gagner ce match parce qu'on était face à un Nantes qui, malgré plus en plus de pression, n'était pas un Nantes forcément très très dangereux, comme Lens n'a pas été très très dangereux aujourd'hui, quoi. Il a fallu ce fait de jeu. Samuel partage pas. Non, c'est pas ça, c'est que déjà en fait en écoutant Thierry, je me disais c'est quand même étonnant qu'en fait que les joueurs lensois soient à ce point dans le dur, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a eu 6 changements par rapport au dernier match. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si vous avez suivi la conférence de Franck Hez avant la rencontre. En gros, on parlait de 2 à 5 changements par rapport au match à Dijon. Il y en a eu 6 changements. Donc, si vous voulez, l'argument de la fraîcheur physique est quand même surprenant, parce que les joueurs entrants avaient normalement du peps, de l'énergie à apporter, et ça s'est vraiment pas ressenti. Donc en fait, c'était juste c'est cette interrogation du pourquoi. Est-ce que c'est l'accumulation de matchs? Est-ce qu'en fait c'est les Nantais qui étaient vraiment très très bien physiquement? Toujours est-il que, moi j'ai clairement senti les Nantais beaucoup mieux terminer la rencontre que les Lensois.
Exactement, Samuel. J'allais utiliser le même argumentaire. Nous, on change 6 joueurs. Nantes, ça a vérifié, mais je crois qu'ils en changent que 4. Et pour autant, en deuxième mi-temps, ils nous marchent dessus. Donc, cette problématique, après, est-ce que le Covid est encore là? Est-ce que c'est notre style de jeu? Est-ce que c'est la longue période sans match? Enfin, il y a pas mal d'interrogations. On n'a pas forcément les réponses. Mais c'est clair qu'on utilise, à mon goût, trop souvent l'argument physique. Mais force est de constater qu'à chaque fois, on le remet sur la table. Donc, il y a quand même, je pense, un petit problème physique sur l'équipe. On va passer maintenant aux notes, donc notes joueur par joueur. Je propose de commencer en mettant un coup de projecteur sur Simon Banza. J'allais dire titulaire surprise entre grosses guillemets parce qu'on savait que Francaise allait faire tourner, mais titulaire surprise quand même. Fabien, tu mettrais quelle note sur 10 à Banza et pourquoi? C'est compliqué de juger le match de Banza parce que c'est vrai que là, comme j'ai évoqué plus tôt, j'ai son action de deuxième mi-temps où je trouve qu'il joue mal le coup et si on marque, il y a 2-0 et c'est terminé. On n'a pas le même discours ce soir, mais malgré tout, il est passeur décisif sur notre but. Il fait une belle action. Il est au pressing dès le début du match. Je me souviens, il inflige un carton jaune à Giroto, je crois, le Nantais, parce qu'il va lui récupérer le ballon dans les pieds. Donc allez, une note mitigée, 5, un 5 sur 10, ouais. Moyen un peu mieux faire, ouais. Amaury? Moi, je lui mettrais, on va dire, plus gentil 6 parce que j'ai quand même bien aimé l'impact qu'il a mis en premier mi-temps. Il nous a permis souvent de faire remonter le bloc en obtenant des coups francs, notamment à 50 mètres de notre but, là où à chaque fois on lui mettait des ballons pas forcément évidents et on faisait regrimper tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de déchets techniques. Il y a énormément de déchets techniques. Il perd trop souvent le ballon. On parle de cette situation-là où il nous met une louche venue d'ailleurs. On sait toujours pas pourquoi il fait cette louche-là improbable. Ouais. Donc, il y a quand même de grosses carences techniques. Samuel? Ouais, j'aurais tendance à mettre un 6 aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne première mi-temps avec beaucoup d'impact physique. Effectivement, il y a cette passe décisive. Il récupère beaucoup de ballons. Il supplée aussi Ignatius Ganago. Je sais pas si on va en parler, mais pour moi, qui a été la vraie mauvaise surprise de la rencontre. Donc, disons que heureusement qu'il a été là offensivement en première mi-temps parce que sinon, on a un duo d'attaque qui est complètement inexistant. Et après, c'est vrai qu'un petit peu à l'image de l'ensemble de l'équipe, il a complètement disparu de la circulation en deuxième mi-temps. Il y a cette louche, c'est vrai qu'on va tous parler, on va tous être marqués par cette louche, mais qui vient de nulle part. Un geste technique comme on voit très, très rarement. Bon, donc voilà, un 6 encourageant, mais voilà, avec des difficultés techniques, puis physiques en deuxième mi-temps. Thierry, pour terminer sur Banza? Ouais, pour parler de la louche, quand on se remémore l'action, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, il est seul, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui sont démarqués ou qui essaient de venir, donc il tente un geste improbable. Ça réussit, c'est le but en or. Mais moi, je lui donne un 5, parce que je trouve que depuis le début de la saison, il s'améliore, peut-être pas tout le temps, mais il est plus combatif, il est plus concerné, peut-être. Voilà, c'est ça, ouais. Je trouve il s'améliore. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, il était un peu plus dans l'esprit, notamment, vous avez beaucoup parlé de ses pressings en première mi-temps. On le sentait au diapason de l'équipe, peut-être un peu plus que sur ses autres apparitions. Samuel voulait parler de Ganago. Alors, je te laisse faire un petit point sur Ganago avant de parler de Kakuta. Non, je souhaitais pas forcément parler de Ganago, mais parlons de Ganago. Pour moi, ça a été la mauvaise surprise de la soirée parce que c'est vrai que Ganago, pour moi, depuis le début de saison, c'est un peu Terminator. C'est-à-dire qu'il a un niveau que j'avais absolument pas imaginé. Il m'a vraiment bluffé depuis le début de saison. J'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne entrée contre Dijon. J'ai quand même été surpris par sa titularisation ce soir. Ouais. Je m'attendais plus à effectivement un Banza Kalimwendo ou revoir éventuellement Sotoka qui est très fort physiquement. Et Franck Hez a parié sur lui. Pour moi, ça a été une erreur parce que sincèrement, il a jamais vraiment été dans le rythme. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a jamais été tranchant. On l'a pas vu devant le but. Disons toutes les qualités qu'on a vues depuis le début de saison, que ça soit avant sa blessure et puis un petit peu contre Dijon, parce que dès qu'il est entré, on avait vu qu'il avait encore cet impact et cette explosivité. Moi, j'ai rien vu de tout ça aujourd'hui, donc j'ai été vraiment déçu par son match. On reprend les notations. On va passer à Gaël Kakuta, le buteur de ce soir. Gaël Kakuta, vous lui mettez quelle note et pourquoi, Fabien? Kakuta, je lui mettrais
Un 7 sur 10, d'abord parce qu'il est, c'est le buteur du match. On a eu du mal à le trouver en début de match, dans le premier quart d'heure, et j'ai bien aimé sa réaction, c'est-à-dire qu'il a décroché plus bas pour toucher davantage de ballons et essayer d'orienter le jeu, d'être trouvé par ses partenaires. Et puis en deuxième mi-temps, oui, comme toute l'équipe, il a plongé, il est sorti assez tôt. Mais pour moi, oui, un 7 sur 10. Il est à la hauteur des attentes à chaque match. Et on parlait d'un RC Lens emprunté physiquement. Lui, on l'a vu à la mi-temps. Gaël Kakuta avait l'air très 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 fatigué aujourd'hui. Amaury, est-ce que tu passes sur un 7 aussi pour Gaël Kakuta? Je me permets juste une petite précision. Avant, on était sur Simon Banza. Pour corroborer un peu, Simon Banza, il fait une frappe sur le match. Et si on se rappelle de la frappe, c'est une frappe à 40 mètres là. Donc c'est quand même hyper léger. Et pour revenir aussi sur Ganago, Samuel t'en parlait, il fait 0 frappe. Donc ça veut dire que nos deux attaquants de départ sur une heure, ils font une frappe à eux deux, quoi. C'est quand même pas. Je voudrais te corriger, Amaury, il y avait une frappe de Banza dans la surface qui va en touche, visiblement, mais je crois que c'était une frappe. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. C'est un centre fou. Du coup, Gaël Kakuta, 7 puisqu'il marque, donc oui, 7. C'est clairement notre joueur clé, hein. C'est lui qui tire le plus, notre playmaker. Il vient décrocher, il fait jouer. C'est le seul qui tente des passes clés, tu sais, à l'intérieur, des passes un petit peu dangereuses. Ouais. C'est quand même notre joueur décisif. Et donc, pour moi, c'est l'homme du match côté lensois. J'avais bien envie de parler de Joe Grady dans le programme du match avant son tacle. Donc, je vais être sur Gaël Kakuta. Et quand même, il nous fait quand même beaucoup de bien par son retour. On va parler de Grady juste après, Amaury, t'inquiète pas pour ça. Samuel, sur Kakuta. J'ai pas forcément la même lecture que Fabien et Amaury. Moi, j'aurais tendance à mettre 5 à Gaël Kakuta. Parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de déchets que d'habitude, que ce soit sur des coups de pied arrêtés ou sur les passes vers l'avant. Alors évidemment, c'est un joueur qui est très créatif, donc ça veut dire qu'il y a une prise de risque qui est importante, mais disons qu'il y a eu moins de réussite que d'habitude. Mais très court sur les coups de pied arrêtés aujourd'hui. Très court, avec des ballons qui n'étaient pas forcément très bien levés, effectivement empruntés physiquement. Alors je sais pas si c'est lié à ces matchs avec sa sélection, la République démocratique du Congo, ou le fait qu'on lui, à un moment donné, il a été un peu blessé, on lui a un peu marché dessus. Donc, enfin bref, je l'ai vraiment trouvé emprunté. Alors évidemment, pour moi, le but, si vous voulez, c'est plus une manière c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de son match. Ce que je l'ai pas trouvé véritablement en fait, le fait que Banza et Ganago soient à ce point transparent, c'est peut-être aussi lié au fait que Kakuta a pas réussi à les faire briller comme il faisait briller les attaquants depuis le début de saison. Donc là, je pense aussi qu'il y a un vrai point à soulever en termes de fraîcheur physique chez ce joueur qui, on le sait, en fait, sort très régulièrement tôt dans les matchs, et ça a encore été le cas aujourd'hui. Et voilà, pour moi, il a manqué d'énergie. Et Thierry, enfin sur Kakuta? Pour ma part, Kakuta, c'est un taulier. Il ratisse beaucoup de ballons, c'est un physique. Oui, c'est un bon technicien. Et pour distribuer le jeu, il est très très bon, quoi. Mais bon, ce match-là, ça n'a pas trop marché. Je le sentais fatigué, c'est vrai. Il est sorti et c'est normal, voilà. Et donc à la note, tu mettrais? Je mettrais un 6. Un 6, ok, ça marche. On passe à Jonathan Grady pour finir cette séquence des notations. Donc tu voulais en parler à Amaury, donc je te laisse ouvrir le bal sur Jonathan Grady. Oui, j'avais désigné comme l'ami de notre émission, puisqu'on l'a eu et qui était fort sympathique. Écoute, en fait, j'ai un peu tout dit avant. Je trouve qu'il fait un match excellent. Il fait une vraie intervention devant Colomboigny là quand il se blesse un peu avec le cas. Il a un taux de passe réussi j'avais regardé à la mi-temps, qui est juste excellent. Et en plus, il tente des passes compliquées. Il se contente pas de jouer toujours latéralement. Et donc, je trouve qu'il fait un match vraiment excellent. J'avais rien à lui reprocher jusqu'à ce tacle-là un peu dur sur le penalty. Mais enfin, malgré tout, si Loïc Badet ne se fait pas une nouvelle fois prendre de vitesse, Joe Grady n'a pas à intervenir. Et du coup, je mettrais tout de même un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Samuel? Pareil, là je mettrais un 6 sur 10. Je trouvais qu'il avait fait évidemment un très bon match. Alors évidemment, il y a cette faute sur le penalty. Donc c'est ce qui a tendance à abaisser sa note, enfin en tout cas me concernant. Si pour moi il y a un secteur de jeu qui a été exemplaire encore, que ce soit dans les efforts fournis, dans la discipline tactique, c'est la défense. Il en a fait partie. J'ai beaucoup aimé son match, comme Badet, comme Aïdara aussi. Globalement, c'était pas facile pour lui, et j'ai trouvé que tous les trois ils s'en étaient bien sortis. Si au final il n'y a pas défaite, c'est en bonne partie grâce à eux.
Surtout que le but vient de deux. Hein. Le but vient de deux, c'est Loïc Badet, une nouvelle fois, qui tente une passe sur Silla, là, qui crée le décalage. Donc, au-delà de bien défendre, en plus, ils nous apportent et ils sont vraiment à la base de nos situations offensives. Thierry, du coup, sur Jonathan Grady. Bon, pour ma part, les trois arrières ont été bons. Grady, j'ai peur de faire porte vite. Hein. Donc, puis bon, le tac est penalty, quoi. Il se jette complètement de la jambe, quoi. C'est un fougueux, je veux dire. Ouais, c'était peut-être l'intervention de trop. Du coup, je sais pas si tu as dit ta note. Je mets 6. 6. Et Fabien, pour finir cette séquence avec Jonathan Grady. Pareil que mes collègues, 6. Tout a été dit, j'ai pas mieux. Juste, alors, moi, je me permets de rebondir sur Fabien, sur la faute. Pour moi, c'est pas une faute d'excès d'engagement. C'est aussi une faute de perte de lucidité et de fatigue. Il venait de se prendre un gros coup, Grady. Il venait de se prendre le cas. En plus, tout à fait. T'as raison. T'as raison. Donc, en fait, on arrive plutôt en fin de match. C'est-à-dire qu'il y a l'usure physique qui est là. Et donc, tu perds en lucidité. Et le tacle que tu penses pouvoir maîtriser et tu penses pouvoir arriver une seconde ou une demi-seconde avant l'attaquant, et ben, en fait, comme t'es fatigué, tu te rends pas compte qu'en fait, t'arrives une seconde en retard et que tu fais faute. Donc, pour moi, c'est pas un excès d'engagement, c'est un manque de lucidité. Et on en revient à ce qu'on disait, à savoir des joueurs empruntés en deuxième mi-temps. Et on peut le dire, vu que Jonathan Grady est l'ami de l'émission, pour aller dans son sens, ça lui arrive quand même pas souvent de faire des fautes qui ont un impact aussi décisif sur le match. On va finir notre analyse de ce match sur la séquence du carton rouge, à savoir à qui, à quoi ou à quand vous souhaitez mettre un carton rouge sur ce match. Peut-être à Amaury pour commencer. Mais écoute, moi, je vais mettre un carton rouge au collectif global, parce que, comme je disais en préambule de l'émission, une nouvelle fois, on arrête de jouer en deuxième mi-temps, alors qu'il y a que comme ça qu'on peut être dangereux. Donc, une nouvelle fois, quelles sont les causes? Ce serait intéressant, d'écouter Franck Hez en compte d'après-match. Mais pourquoi à chaque fois à ce point abandonner les deuxièmes mi-temps, abandonner le ballon? Donc, j'ai envie de mettre un carton rouge au collectif. Et de se dire qu'il faut commencer à tenir un peu plus le match si on reste dans le première partie du classement. Donc, tu aurais pu mettre un carton rouge à l'inventeur du football qui a inventé la seconde mi-temps. La seconde mi-temps, c'est ça. Mais on arrête tout. Ce serait un peu facile. Fabien, tu mets un carton rouge à quoi? Ou à qui? Moi, je vais mettre un carton rouge à cet épisode de la VAR, malgré tout, même si sur le fond, le règlement est appliqué, on sent bien que malgré on est loin quand même de l'esprit du foot, c'est-à-dire la spontanéité, de la décision, de l'interprétation. Je pense qu'on s'éloigne petit à petit quand même du foot qu'on aime tous et qu'on a connu toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et Thierry, ton carton rouge? Moi, je mettrais le carton rouge sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Ouais. Je ne retrouvais plus l'équipe qu'on a connue lors des matchs précédents où il y avait de l'engagement, où on attaquait. J'avais l'impression qu'il y avait plus de milieu de terrain. Voilà. C'est la deuxième mi-temps qui se prend un carton rouge. Et Samuel, pour conclure. Je suis assez mal à l'aise avec cette histoire de mettre un carton rouge. Enfin, disons que je suis personne pour mettre un carton rouge, mais disons que pour reprendre ce que disait Thierry, je ressens exactement la même chose que Thierry. Et pour moi, il y a quand même un responsable dans ces cas-là, c'est l'entraîneur. J'ai été déçu par Franck Hez. Je pense que Franck Hez, qui fait un excellent début de saison, lui aussi, s'est trompé. Il s'est trompé sur, à mon avis, sur Ganago qu'il fallait pas lancer. Il avait dit que Ganago était capable de faire 90 minutes. Moi, ça me paraît vraiment trop. Ouais. Je pense que c'était bien de le faire terminer sur les 20 ou 30 dernières minutes. Après, c'est très facile pour moi de dire ça, hein. Mais voilà, c'est le ressenti que j'ai. Je pense qu'il aurait dû faire plus de changements plus tôt en deuxième mi-temps, parce que clairement, on a tous senti que l'équipe était en difficulté et que si on faisait rien, les Nantais allaient marcher sur les Lensois. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. En plus, lors de la dernière émission, on avait dit que Gourcuff était un entraîneur assez conservateur, qui faisait pas de changement, qui faisait rentrer les attaquants adverses à la 95e, etc. Là, il a très bien utilisé ces 5 changements, alors il a renié ses principes, quand même. Voilà, il a renié ses principes et il a eu raison de le faire. Ça s'appelle l'adaptation et ça s'appelle l'intelligence. Normalement, c'est Franck Hez qui fait ça, mais pour moi, là, il a trop subi les événements, et au final, si Lens ne gagne pas, au-delà de la très bonne performance des Nantais, c'est parce que je pense que pour le coup, Gourcuff a été supérieur à Hez ce soir.
Ouais, on aurait aimé Et ça m'ennuie de le dire, vous savez, vous pouvez pas imaginer à quel point. Je le vois bien, Samuel. On aurait aimé que Christian Gourcuff soit un peu plus conservateur, mais malheureusement, son côté progressiste nous a fait perdre 2 points. Merci pour cette analyse du match. On va nous pouvoir faire une petite pause, mais une pause, vous savez quelle est la forme de la pause dans cette émission. C'est une pause sous la forme d'un quiz. On siffle la mi-temps et ce quiz est un quiz proposé par Mathieu, le coordinateur de l'émission. Alors, ce sera des questions au tour par tour. Je vais commencer par Fabien. Ma question sera simple. Roland Courbis a-t-il entraîné le RC Lens avant Georges Tourné? Oui ou non? Avant Georges Tourné, je dirais oui. C'est un oui, c'est Georges Tourné qui le remplace au cours de la saison. Il se fait limoger. Deuxième question pour Thierry. Jean Bonsec a-t-il présidé le RC Lens? Pardon, j'ai pas compris le nom. Jean Bonsec. Alors, je dirais non. Et non, c'est Jean Bondou qui l'a fait 2 fois. Voilà, c'est Mathieu, je te le dis, c'est horrible ce que tu nous fais. c'est l'esprit de Mathieu qui plane sur cette émission. Ma question pour Samuel. Pierre Lègle a-t-il joué à Lens et à Montpellier? Je vais tenter le oui. Ouais, on tombe pas dans l'esprit pervers de Mathieu aujourd'hui, ça marche bien. Donc il a joué à Lens de 90 à 96 et à Montpellier de 2002 à 2004. Le stade Bollaert a été inauguré en 1906. C'est ma question pour Amaury. Oui ou non? Non. Et non, effectivement, c'est en 1932. Pour l'instant, sur ce premier tour, tout le monde reste dans le jeu. On repasse à Fabien Aledignaya. A joué 4 saisons au RC Lens, oui ou non? Non, je dirais 3. Et c'est non, il en a joué 6 de 2008 à 2014. Et on le sait tous qu'il aurait dû en jouer une 7ème normalement. Elle est qui revient au RC Lens pour ceux qui suivent un petit peu l'actu du club de manière très précise. Le centre sportif La Gaillette a été inauguré en 2004. C'est ma question pour Thierry. Oui ou non? Ça, je veux dire oui. Alors, tu dis oui, et c'était... Oui. Non, c'est en 2002. 2002, 2 ans avant. Là, on rentre vraiment dans le dur. Pour Samuel, Roger Bolli a inscrit plus de 35 buts avec les 100 et or. Oui ou non? Je vais tenter le oui, mais connaissant Mathieu, en fait, il en a marqué 34, c'est ça? Non, il a été gentil là, Mathieu, c'est 40, donc tu restes dans le jeu. Amaury, le Racing a remporté 2 fois la Coupe Gambardella. Oui ou non? C'est une vraie question pour un coach, ça, Amaury, tu peux pas te tromper. Je vais dire oui. Et c'est 3 fois, 57, 58 et 92. Tu me déçois beaucoup, Amaury. Ouais, 57, en plus, je me souviens, c'était une belle finale. Ah, c'était beau, on y était tous, hein, on y était, ouais. Pour Fabien, du coup, qui est encore dans la partie, le record d'affluence au stade Bollaert dépasse 50 000 spectateurs, oui ou non? Ah, je dirais non. Non, c'est 48 912, donc à peu de choses près, on n'a pas... Pour Samuel, le coq sportif a déjà été équipementier du Racing, oui ou non? Oui. Et c'est oui, de 1969 à 1974, hein, donc des années dont on se souvient encore. Et du coup, la dernière question pour Fabien. Teddy Chevalier a inscrit 2 buts sous les couleurs sang et or, oui ou non? Oui. Non, il en a inscrit 0. C'est pas une question, c'est ce qu'on appelle une vengeance personnelle. C'est donc Samuel qui l'emporte sur ce quiz et nous on peut passer à la seconde mi-temps. C'est le moment de l'actu du RC Lens. Alors l'actu va concerner un sujet qui est tombé suite au discours d'Emmanuel Macron. On parle maintenant pour les stades de foot d'une reprise de l'arrivée des spectateurs pour chaque match avec ce qu'on appelle une jauge dynamique. Il se trouve que donc en janvier, si tout se passe bien au niveau du déconfinement et du nombre de cas Covid en France, on va pouvoir réaccueillir des spectateurs à Bollaert. Et à Bollaert, ce serait environ 9500, donc un tiers des abonnés de la saison. Et ma question sera simple sur ça. Depuis pas le début, mais sur une grande partie de la saison, les joueurs du Racing se sont habitués à jouer en huis clos. Est-ce que vous pensez que le fait de revoir des supporters, ça pourra avoir une incidence sur le jeu du RC Lens, à votre avis? Fabien dit oui. Ah oui, c'est sûr. Ce soir, c'était le 2e match à huis clos du RC Lens à Bollaert et c'est le 2e où on perd des points.
Donc le retour des spectateurs, je pense, peut aller dans le bon sens. On sait le poids du public dans ce stade, donc tout ce qui va à l'encontre du huis clos est positif et bon à prendre. Et tu trouves que cette jauge dynamique, c'est un bon nouveau palier vers le retour des stades pleins? Oui, c'était absurde de mettre la même jauge dans tous les stades, sachant que chaque stade a une capacité d'accueil différente, et ça me paraît logique cette histoire de jauge. Ouais. Bah à Brest, ça jouait un peu à plein. Enfin, on avait l'impression que ça jouait à plein à Brest, par exemple. Ça Ouais. les aidait bien. Samuel, est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence, toi, sur Alors clairement oui. En fait, on a vu en début de saison, même quand il y avait 5000 spectateurs, il y avait quand même une sacrée ambiance dans le stade. Donc là, je pense que si on multiplie ça par deux, ça peut être déjà très bien. Alors évidemment, ça sera jamais les 38 ou les 40 000 qu'on attend, mais il a raison, Fabien. Il parle des 2 derniers matchs. Bon, aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est clairement l'argument physique qui a joué en défaveur des Lensois. Je pense que avec le soutien populaire, ben, on peut peut-être compenser un peu plus et se battre un peu plus et arriver une seconde sur un tacle quand il y a un joueur nantais qui rentre dans la surface de réparation, ce genre de choses. Et puis, j'oublie pas aussi le match contre Reims. Alors, j'en sais rien, je suis pas dans la tête de l'arbitre. Mais Je te sentais venir, Samuel. Je te sentais aller sur le dernier péno, alors que Lens revient de 2-4 et qu'il y a un péno, je suis pas certain que l'arbitre prenne la même décision. Après, encore une fois, je suis pas dans sa tête, mais un soutien populaire, surtout à Lens, évidemment que ça compte. Amaury? Moi, je serais pas aussi catégorique. Oui, certes, on perd 2 fois des points quand on n'a personne. En revanche, est-ce qu'on fait le même début de saison avec un stade plein à 100%, parce qu'on n'a pas la même pression populaire à 5000 et qu'à 38 000, hein. Donc c'est sûr que pour l'instant, les 5000 nous ont porté bonheur. Mais de là à dire qu'on aurait fait un meilleur début de saison à 38, j'en suis pas convaincu et j'ai un doute. Et sinon, pour la jauge dynamique, ça paraît une évidence. Nous, tu disais, je crois, 9500, Thomas. Ouais, ce qui veut dire grosso modo un quart du stade. Ce qui fait que je pense le club est en mesure d'accueillir un quart du public en prenant les mesures de sécurité nécessaires. 4 mètres carrés par spectateur, en fait. C'est ça la norme. Voilà. En revanche, après, c'est pas notre problème, mais d'un point de vue organisation, ça va être un petit peu plus compliqué. Même si on a vu que les derniers matchs, c'était quand même bien militaire, bien organisé. Mais c'est une évidence, la jauge dynamique, forcément que c'est une bonne nouvelle. Toi, Thierry, donc, qui est président de la section Ardèche, j'imagine que tu vis en Ardèche. Dans les années classiques, tu arrivais à aller souvent à Bollaert? Je suis pas allé très souvent à Bollaert, non. La première fois que je suis allé à Bollaert, c'était il y a très longtemps. J'avais un cousin qui était président d'une section à Aulnoy-Emery. D'accord, ok. Et c'était la première fois où j'y allais et je suis tombé dingue amoureux quand je suis arrivé dans ce stade, dans cette ambiance. À la base, moi, je suis originaire de la région dans l'Avesnois. Ouais, donc, mon père m'emmenait à Valenciennes, dans la tribune de fer. Voilà. Au niveau des supporters, c'est incontestable. Je pense que chaque joueur qui a signé cette année à Lens n'attend que ça. Ouais. Qu'il y ait des supporters et tous, à chaque fois, ils le disent, il faut les supporters. Pour moi, c'est le but énorme, mais il n'y a pas photo. Voilà. C'est vrai que c'est un bel argument que donne la Thierry. Ça va forcément créer un supplément d'âme parce que nous, on trouve toujours ça magnifique, mais quelque part, on y est habitué. Et effectivement, c'est toujours une motivation. Hein. C'est toujours quelque chose qu'on a pour motiver les joueurs à signer chez nous. Et là, bon, ouais, force est de constater qu'ils n'ont pas encore connu la véritable ambiance de Bollaert. Et on verra, ça peut soit les tétaniser, soit les exciter. Espérons que ce soit la deuxième option. En tout cas, on va faire un troisième match. Vous le savez, dans la semaine, on passe sur la projection sur le prochain match, Lens-Angers. Donc, rappel des faits, Angers est 11e du championnat, à peu près le même profil que Nantes en termes de progression, c'est-à-dire ça enchaîne pas mal victoire, défaite, match nul de manière sans faire de véritables séries. Qu'est-ce que vous attendez pour ce match, ne serait-ce qu'au niveau de la compo pour commencer, Samuel peut-être? Pour la compo, j'ai envie de dire que les joueurs les plus frais doivent débuter, mais bon là, je suis pas dans la tête des joueurs et dans celle de Franck Hez, donc difficile pour moi de répondre. Je m'attendais à ce que Fofana rentre plus tôt aujourd'hui. Je me dis qu'il aurait peut-être pu faire du bien en milieu de terrain, mais j'avoue avoir été aussi un peu circonspect sur les 10 ou 15 minutes qu'il a joué.
Je pense qu'il Euh, n'était pas rentré s'il n'y avait pas eu le penalty parce qu'il y avait juste Medina qui devait rentrer et Fofana est arrivé vraiment en réaction à exactement. l'égalisation. Ouais. Exactement. Donc j'ai été surpris par ça. Tout à fait, j'ai été surpris par ça. Euh, Attention à Angers. Hein. Mm. Angers, c'est une équipe là qui reste sur des bons résultats, qui a perdu contre Lyon, vraiment contre le cours du jeu, Ouais. avec un très bon milieu de terrain, devant Baoken qui me semble aussi en forme. Voilà, disons que si Lens produit le même foot qu'aujourd'hui, je les vois pas gagner du tout. Hein, donc à suivre. C'est une mise en garde faite par Mm. Samuel Duhamel. Vous l'entendez, peuple lensois, dans tout, à travers toute la France. Amaury. Ouais, moi c'est pareil. Alors je veux pas non plus qu'on bascule. On était hyper positif, on se disait que tout allait bien et tout ça parce qu'on a un match nul basculer et faire du pessimisme. Mais Angers, c'est une équipe qui est 5e de Ligue 1 à l'extérieur, égalité avec Lyon qui est 4e, alors que Lyon a un match de plus. Donc c'est une vraie équipe extérieure qui a un style de jeu qui est adapté, hein, qui fait pas forcément le jeu, qui a un bloc très solide, qui attend et qui punit très bien. Et moi j'ai peur que c'est le style d'équipe qui ne corresponde pas forcément très bien à Lens. Tout comme Reims qui nous a punis par ses longs ballons et ses attaques très rapides. J'ai peur qu'Angers soit dans le même profil et qu'ils nous punissent comme ça très froidement. Et ça reste un concurrent direct. Hein. On a tendance Complètement. à oublier, mais là, pour le coup, on est censé jouer à peu près dans le même cours qu'Angers, si ce n'est qu'Angers a beaucoup plus l'habitude que nous de la Ligue 1. Fabien, qu'est-ce que tu attends en termes de compo, toi, sur ce match? En termes de compo, je pense que Franck Hez va continuer sa rotation en partant du principe que ça sera le 3e match sur la semaine, mais également en tirant les enseignements de la rencontre de ce soir. Et je pense que devant, il va remettre par exemple Sotoka d'entrée, il va lancer Fofana titulaire. Voilà, ce genre de modification. Après, c'est vrai qu'Angers, c'est une équipe, sur son dernier déplacement, je regardais, ils en ont passé 5 à Nîmes, en n'ayant que 40% de possession. Donc, je rejoins ce que disait Amaury, c'est-à-dire que c'est une équipe qui laisse volontiers le ballon à l'adversaire, mais qui en contre peut faire mal, surtout que Baoken paraît en confiance. Donc, à se méfier de ce genre d'équipe, mais pas non plus, faut pas qu'on angoisse ou qu'on ait peur. Lens à 18 points ce soir. On part du principe qu'on joue le maintien, donc 40 points. Il nous reste 22 points à prendre sur les 28 derniers matchs, soit moins d'un point par match. Donc il n'y a pas forcément d'appréhension négative à avoir à compter de ce soir. Et globalement, on prend du plaisir en voyant les matchs du Lens cette année. Ouais. On ne peut que être heureux. Mais bon, on était en train de s'imaginer d'autres choses ces derniers temps. Thierry, je pense pas qu'il y aura de très gros changements. Enfin, en tout cas, Franck S disait 16 ou 17 joueurs sur ces 3 matchs. On en a déjà utilisé 18 différents. Enfin, pas 18 différents. On a déjà 11 plus là les 6 changements. Donc 17 joueurs différents. Enfin 18 même, non 17 pardon. Sur 17 joueurs différents au début. Donc je pense pas qu'il y aura de gros bouleversements. Moi, je pense que ce critère physique-là, il faut. Enfin, si en tout cas une nouvelle fois on se dit qu'il faut apporter de la fraîcheur, ça va devenir un problème très vite parce que là, on va avoir 8 matchs jusqu'à fin décembre, soit autant que depuis le mois d'août, pardon. Donc, si ça pose déjà un problème aujourd'hui, j'ai très peur de ce qui va se passer durant le mois qui nous attend. Vas-y, Fabien, pardon. Non, je répondais à Maurice, et à mon avis, c'est pas un problème de fatigue individuelle, c'est plus un problème de rythme. On n'a pas l'habitude, justement, depuis le début de saison, à enchaîner aussi rapidement les rencontres, et je pense que là, on le paye tout de suite contre Nantes. On peine à trouver un rythme d'enchaînement des matchs, et on paye les reports et le calendrier un peu particulier de cette saison, à mon sens. Écoute, espérons. Et Thierry, sur la compo liée aux enseignements de ce match, tu attends quoi face à Angers? Bon, pour ma part, Angers, c'est toujours une équipe que j'ai aimé suivre. C'est toujours une équipe ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 1, c'est physique, et ce sera difficile. Alors, moi, j'aimerais que Lens refasse ce match de Nice. S'il était possible de mettre la même équipe qu'il y avait à Nice, avec Fofana. Voilà. Parce que j'ai aimé cette équipe là-bas et j'aimerais le voir. C'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Thierry. Oui, pardon. J'aime Sotoka. L'année dernière, je trouvais pas, bon, il était pas mauvais, mais là, il éclate. Il faut qu'il rentre, je crois.
C'est un Samuel? guerrier, combattant. C'est différent. Ouais, non, mais Sotoka, évidemment, le guerrier, le combattant, et puis il fait un excellent début de saison. Mais pour rebondir sur ce que disait Thierry, on n'a pas encore vraiment vu. Alors évidemment, il a été décevant aujourd'hui, mais Ganago plus Kakuta plus Fofana, ils ont joué ensemble 5 minutes à Dijon. Enfin bref, Ouais. disons qu'on voilà, on a envie de les voir avec Sotoka aussi devant. Donc bon, pourquoi pas le match contre Angers. C'est vrai que là, je regardais Amaury parlait des stats d'Angers, Fabien aussi. Là, donc il reste sur ce gros succès à Nîmes et le match d'avant, ils étaient allés gagner à Rennes aussi. Hein, donc il reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Ils sont assez en forme. Hein. Enfin, moi, j'ai pas vu le match contre Lyon, mais j'entendais beaucoup de commentaires, beaucoup d'observateurs dire, voilà, les Angevins méritaient au moins un point. Nul, largement, largement. Donc méfiance, hein, ce sera le maître mot. Donc là, on affronte toute la région Loire hein, en ce moment. Ma dernière question, vous la connaissez tous, votre petit pronostic pour ce match, Samuel? 1-2 pour Angers. 1-2 pour Angers, bah oui. Hein, Fabien? Moi, je vois une victoire lensoise, je dirais 1-0. 0 Thierry? Ouais, je vais rester optimiste, je vois 1-0 aussi. Et Avec Amaury? difficulté. Moi, je suis plutôt content parce que pour l'instant, Fabien a fait un 2 sur 2 en termes de 1 et 2. Donc, je suis pressé d'être à dimanche et de voir le match contre Angers. Moi, je pense qu'on va rester sur un match nul, qu'on va ni tomber dans le pessimisme, mais ni regagner. Donc, je pense qu'on va faire un match nul un partout. En tout cas, nous on se retrouve tous, pour la plupart, lundi soir pour en parler tous ensemble. Je voudrais remercier Samuel, Fabien, Amaury et Thierry d'être venus. Je voulais juste proposer à Thierry de nous dire 2-3 mots sur la section Ardèche de Lens United. Alors, un petit peu, en quoi ça consiste exactement En gros, nous, l'objet, c'est organiser des déplacements Ouais, sur tout le sud-sud-est de la France. d'accord. Voilà. Comme j'avais dit, de Monaco à Montpellier, de Marseille à Saint-Étienne, en passant par D'accord. Lyon. Voilà. Donc la section a été créée en 2005. Ouais, Et sachant que la population de l'Ardèche, c'est 10% du Nord-Pas-de-Calais. En gros, quand ok. j'ai créé cette section, on a rigolé, tout compte fait. La première année, on était une soixantaine, on a organisé pratiquement tous les déplacements. Ça a très bien fonctionné. Et c'est la Ligue 2 qui a coulé la section et on est reparti cette année. Voilà. La Ligue 2, il n'y avait plus de matchs dans le sud de la France. Le plus près, Ouais. c'était Clermont-Ferrand. Ouais. Donc, on s'est mis en stand-by et on est reparti. Là. Voilà. Et vous êtes combien maintenant dans la section? Là, on est reparti, mais vu le Covid, c'est venu assez rapidement. On était une vingtaine. On a tout arrêté parce qu'on a dit aux gens, on peut pas vous prendre parce qu'on pourra pas, on sait pas où on allait, quoi, avec le Covid. Voilà. Ça sera, voilà, c'est aussi intéressant de mettre la lumière sur ça pour pas mal de supporters lensois qui ne savent pas que effectivement, je l'ai déjà dit, ça fait 3 fois que je le dis maintenant, mais que le terme à travers toute la France n'est pas galvaudé, hein, et qu'il existe vraiment des supporters. Je suis pas sûr que nos voisins et nos clubs voisins, on va pas les citer, mais aient une section supporter de Valenciennes Ardèche ou de LOSC Ardèche. Et je pense qu'on montre vraiment là la puissance et la force de ce club. Ouais, c'est une vraie bonne phrase. Ouais, Thierry. En plus, médiatiquement, on a été vite reconnu parce que il y a eu beaucoup, d'ailleurs j'ai un classeur, j'ai tout gardé, beaucoup de copies de journaux sur divers sujets, par exemple sur la banderole parisienne, sur les touristes qui venaient en vacances en Ardèche, parce qu'il y a une grosse colonie ch'timi en Ardèche. Ouais. Là, on avait fait la une des Dauphinés libérés, donc on était vraiment connus, quoi. D'ailleurs, une anecdote, c'est que le siège était j'avais écrit ça, c'est un petit village du sud de l'Ardèche. Le siège était dans un bar. Bien sûr. Et à côté, il y a notre bar et c'est un président d'une section stéphanoise. Ah. Et donc, il y a un cinéma ici, communal, et chaque match, on faisait le match retour Lens-Saint-Étienne, on faisait un repas ensemble, on allait voir le match. Et ça marchait bien. Donc, comme je disais, on répète, la Ligue 2 a tout annulé, mais ça va repartir, quoi. Ouais, puis là, si le Covid disparaît, j'espère le plus vite possible, l'année prochaine, ça va repartir. Ouais, on était 70 la première année. On allait à Marseille un dimanche soir. Ça marchait super bien.
Et juste Thierry, parce qu'on est quand même pas mal écouté, pas mal regardé. S'il y a des supporters pas loin de l'Ardèche ou qui veulent rentrer dans cette section, à qui doivent-ils écrire? Au secrétaire Ouais. ou faut aller sur internet, voilà. Ok. On mettra en description dans le lien du podcast la base de contact. Ouais. On la mettra pour tous les supporters. Merci Thierry en tout cas d'avoir répondu à l'invitation et de nous avoir donné tes éclairages sur ce match nul. Je voulais remercier donc encore une fois Samuel, Amaury, Fabien et donc Thierry à nouveau pour cette émission ce soir. Je remercie également Mathieu et Baptiste à l'organisation qui font toujours un travail incroyable. Mathieu pour son quiz pervers mais incroyable également. Nous on se retrouve lundi pour débriefer de ce match Angers-Lens et pour terminer, je vais dire une formule. J'ai pas peur des plaintes, de la police, tout ça. J'ose dire les mots qui fâchent parfois, mais allez là.